Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle preview box qui sera consacrée à un des gros combats de la prochaine soirée Riyadh Season de Fatal Furies. Je ne sais pas dans quelle position il sera sur la carte, mais voilà, en tout cas c'est le choc heavyweight de cette ouais, de cet événement. Martin Bacolé contre Effet Adjagba. Martin Bacolé, vous le connaissez, c'est voilà comment dire, enfin, comment le définir convenablement, on va dire. Euh, voilà, Martin Bacolé, c'est un gars qui s'est pas du tout illustré sur la scène amateur. Enfin, du moins, il n'a pas de carrière amateur connue. Euh, alors, je suis en train de revoir sa fiche. Oh, j'avais même pas vu. Il a que 33 ans, ce qui est quand même, mine de rien, assez jeune pour. Enfin, ouais, on peut dire assez jeune pour un heavyweight. D'autant que, ouais, c'est. Oh, pardon, je perds un peu mes moyens pour le coup, mais c'est. Comment dire? Enfin, voilà, je le voyais beaucoup plus vieux que ça, en fait. Ouais, c'est ça, je le voyais beaucoup plus vieux que ça. Donc, un gars qui a commencé sa carrière professionnelle bon, en 2014, comme la plupart, il commence. Enfin, ses premiers combats, il les fait en Afrique du Sud, enfin, ouais, en Afrique du Sud. Il va très vite s'exporter vers l'Europe, il va combattre en Belgique, il va combattre au- ouais, aux Pays-Bas, il me semble que c'est ça le drapeau. Il va finir par se stationner et beaucoup combattre, rejoindre une team anglaise et beaucoup combattre en Grande-Bretagne. Il enchaîne les combats, il enchaîne les victoires, il enchaîne les KO. Et au final, à partir de 2017-2018, il commence à avoir une petite hype autour de lui, plutôt sur le marché, sur le marché anglais. Et ce qui fait que on arrivera quand même à faire venir Michael Hunter qui est pas une grosse star, mais qui est un gars extrêmement respecté ouais, dans le milieu. C'est un gars qui a une bonne carrière en cruiserweight, pas brillante, mais plutôt bonne, qui a notamment affronté Alexander Usyk dans un combat que je trouve un petit peu surcoté personnellement. Je trouve que enfin, je trouve qu'on surestime un petit peu la performance de Hunter, mais il n'en reste que Michael Hunter, c'est un gars qui est vraiment respecté, c'est un gars qui est vraiment établi dans le circuit. Il est monté en heavyweight et il y a enfin, il est définitif, enfin, il est remonté en heavyweight parce qu'il venait de cette division, il était descendu en cruiserweight et là maintenant il y remonte. Il avait déjà affronté Yago Kiladze. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que Yago Kiladze, je le porte mine de rien, enfin, ouais, en assez haute estime, on va dire. Enfin, par rapport à sa fiche, on va dire, enfin, non, par rapport à la perception qu'on en a à Kiladze, selon moi, je trouve que c'est un gars un petit peu sous-coté, on va dire. Et donc, ils font venir Michael Hunter en Grande-Bretagne. Alors, à mon avis, ça devait pas être une immense soirée, non plus. Ouais, c'est une soirée locale, quoi. C'est une soirée locale où il y avait Chantel Cameron, où il y avait Chris Billam-Smith, où il y avait Lee McGregor. Enfin, voilà, où il y avait des noms comme ça. Donc, c'était une soirée locale, voilà, avant que Cameron, Billan Smith enfin, explose. Donc voilà, et je pense que Hunter et Bacolé étaient main event. Et au terme d'un sacré combat, vraiment un combat vraiment très très impressionnant à voir, et ben Bacolé encaissera sa première défaite en carrière, pas aidé par une blessure à l'épaule, à l'épaule droite pour être précis, et une débauche d'énergie incontrôlé dans les premiers rounds, voilà, enfin, il s'inclinera face à Michael Hunter dans quand même un sacré combat. Puis il se reprendra un petit peu en main, mais vraiment sous les radars. Ouais, il affrontera Marius Watch en 2019 qui est pas un cador, mais c'est un gars qui a une carrière respectable quand même au global, qui a affronté des noms, qui a affronté Dylan White après, qui avait déjà affronté Arthur Spilka, Jeremy Miller, Povetkin et Klitschko, ouais, qui affrontera Makhmoudov après également. Donc voilà, c'est un gars respectable et Bacolé le détruit. Bon, enfin, le détruit. Le stoppage est vraiment destructeur. Le combat était assez équilibré et d'ailleurs, enfin, voilà, les juges au moment des faits étaient assez partagés, on va dire. Tac. Ouais, et ensuite, ouais, il affrontera l'ultime journeyman, ouais, le journeyman ultime, Kevin Johnson, qui l'arrêtera en 5 rounds. Et Kevin Johnson, il est pas facile à arrêter. C'est pas tout le monde qui est capable de l'arrêter. Encore aujourd'hui, il n'a que 3 stoppages à son actif, dont un par Anthony Joshua, un très jeune Anthony Joshua. Donc, ouais, c'est pas rien non plus. Et après, bon, une série de 3, enfin, il enchaîne 3 victoires, mais pas significatives, pas face à une grosse adversité.
avant d'avoir son gros enfin, ouais, on va dire son gros combat face à Tony Yoka en mai 2022 où il détruira Tony Yoka. Certes, Yoka fera la décision, mais honnêtement, la majority decision, elle est incompréhensible. Franchement, Yoka ne fait rien. Enfin, selon moi, Yoka ne fait absolument rien d'intéressant dans ce combat. Et c'était un moment où Yoka, malgré tout, on en parlait encore, quoi. Il était en discussion pour affronter Philippe Argovic. Ça avait été ordonné par l'IBF. Non, c'était pas une star, mais c'était quand même, ça restait un nom qui restait dans l'esprit qui restait un minimum plutôt dans l'esprit du microcosme boxe de l'époque, mais chez les managements, etc. Bon, ça faisait des années qu'il était en discussion pour pourquoi pas signer avec Top Rank, etc. Finalement, ça n'a jamais eu lieu et pas aidé par la performance de Yoka face à Bacolé. Et du coup, là, Bacolé se révèle, en tout cas aux yeux du public français, et ça va continuer un peu là-dessus parce que après une victoire anecdotique face à un Polonais, bon, anecdotique. Bon, même s'il a un peu pris, enfin, bon, même s'il est, on peut le noter comme étant un des récents perdants très honorables de Bakodir Jalolov, a perdu à la décision contre lui littéralement il y a quelques semaines. Mais voilà, mais que Bacolé éclate sans la moindre difficulté. Très beau stoppage d'ailleurs par ailleurs. Il finit par combattre sur la première carte de la Riyadh Season initiée par Tuki Alachik face à Carlos Takam, autre boxeur français qui avait notamment battu Tony Oka sur le début de l'année 2023 et pas collé, démembre Carlos Takam en 4 rounds. C'est vraiment violent à voir et il reprend une belle victoire face à un vétéran qui avait affronté pas beaucoup de monde dans la division heavyweight de l'époque. Et enfin, nouvelle apparition sur une carte Riyadh Season, cette fois-ci sur un vrai gros match-up, une star en devenir. Jarrett Anderson, le gros prospect heavyweight américain que Top Rank faisait tout pour vendre faisait tout pour vraiment instaurer comme le gros prospect de la division heavyweight. Il a enfin son gros test son test du feu face à Martin Bacolé et au terme d'un combat très sous-coté. Vraiment, je pense que c'est potentiellement le fight of the night de cette soirée Crawford-Madrimov. Ce combat est incroyable. L'intensité, le rythme que les deux arrivent à mettre pour un combat de heavyweight, c'est très impressionnant. Et Martin Bacolé, cette fois-ci, explose réellement aux yeux du monde entier en finissant par mettre KO, en finissant par stopper et briser Jarrett Anderson après un premier round très dur pour Anderson et notamment un knockdown absolument impressionnant. Anderson qui arrivait quand même à trouver de belles opportunités dans les rounds suivants, mais le 5e round est de trop pour Anderson et Bacolé parvient à briser le jeune Anderson et avec une maestria assez impressionnante. Et puis, voilà, encore une fois, une nouvelle apparition sur une carte Riyadh Season en février dernier, le 22 février dernier. Ça va avoir son importance. Il y a tout juste un mois, quoi. Ça fera même pas un mois et demi au moment du combat contre Ajagba. Il affronte Joseph Parker pour la ceinture de WBO intérim et heavyweight. Mais il vient en very short notice, littéralement à 2 jours, il est appelé à 2 ou 3 jours du combat, même pas. Il fait le voyage jusqu'en Arabie Saoudite alors qu'il était encore il était encore je crois qu'il était encore en République démocratique du Congo à ce moment-là. Et du coup, il est appelé parce que le combat devait se faire entre Joseph Parker et Daniel Dubois. Daniel Dubois chope une maladie, c'est ça, chope une maladie et du coup doit laisser sa place. Et il arrive, il n'est pas préparé, c'est sûr. Cela dit, je trouve que tous ceux qui disent le chaos est uniquement dû à la préparation, il y a un peu plus que ça. La préparation, le manque de préparation, selon moi, se voit surtout sur un élément et qui m'a frappé quand j'ai rapidement revu le combat. Les déplacements de Bacolé. La façon dont il se déplace sur le ring dans ce combat-là, c'est n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Son footwork, il est inexistant. La façon dont il avance sur Parker, mais elle est absurde. Vraiment, je pense que là-dessus, par contre, la préparation a joué son effet. Ça a aussi joué son effet sur le fait qu'il s'est pointé à 310 livres. Donc 310 livres, 10 livres de plus
que son combat face à Carlos Takam est 25 livres de plus que dans son combat face à Jarrett Anderson quelques mois auparavant. C'est colossal. Vraiment, c'est colossal, même pour les standards heavy. White, c'est énorme. Donc, bah, ça a pu jouer. Cela dit, le chaos qui se prend, je pense qu'il est surtout dû au fait que bah, Parker le frappe avec une droite sur son côté droit, enfin sur le côté droit de son crâne, dans un échange, alors que Bacolé avançait, que on parlera un peu plus tard, mais qu'il a beaucoup tendance à avoir le buste en avant. Donc, il vient comme ça, il se prend un coup qu'il peut pas voir venir, parce que franchement, anticiper un coup comme ça, c'est quasiment impossible. Voilà, et il tombe KO, mais honnêtement, pour moi, c'est pour le coup, enfin, le KO spécifiquement, je pense que un coup comme ça, dans ce timing spécifique, à cet emplacement très bien précis, je reste persuadé, tu le mets à n'importe qui, tu le mets, ouais, ouais, tu le mets à Evander Holyfield, tu le mets à Marvin Hagler, tu le mets à je sais pas qui, il tombe de la même manière. J'en suis convaincu. Peu importe, tu peux prendre l'athlète le plus solide au monde avec la meilleure préparation au monde, je suis convaincu qu'un coup comme ça, il tombe de la même manière. Mais donc, il n'en reste qui perd ce combat-là, mais de toute façon, malgré tout, le fait d'avoir eu le courage de prendre le combat en 2 day notice, c'est tout de même respectable. Et du coup, il obtient l'opportunité de recombattre sur une carte Riyadh Season, seulement moins d'un mois après son gros KO. Ça peut avoir son impact. Mais voilà, voilà. Et du coup, il est opposé à Efe Ajagba, qui de son côté est un gars qui s'est un peu illustré sur la scène amateur, surtout du côté de l'Afrique et un peu du circuit britannique. Il a participé au JO de 2016. Il s'est fait éliminer il s'est fait éliminer très très vite face au quand même bon Kazakh Ivan Ditko qui à ce jour, je crois, a pas encore lancé sa carte. Enfin, quoi que, attends, a rien fait en professionnel à ce jour. Bon, il a une quinzaine de victoires, mais il a affronté personne concrètement. Mais c'est un Kazakh qui a vraiment bien évolué sur sur le circuit, sur le circuit amateur, notamment à Asie russophone, donc qui est probablement le circuit le plus relevé en termes de boxe amateur depuis quelques années. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Et du coup, après cette défaite, Ajagba décide de passer chez les pros, directement aux États-Unis. Il est directement repéré par Top Rank. Non, pardon, dans un premier temps repéré par la team un peu PBC, Tom Brown, Richard Schaefer, etc. Ses premiers combats, il les fera chez PBC sur 2017-2018 et il sera quand même à la fin de son contrat avec PBC, etc. Il sera signé par Top Rank à partir de à partir de 2020 aux alentours. Au moment où il prend, au moment où il prend Jonathan Rice, qui a été un peu son premier gros test. Ouais, non, en plus, c'est exactement ça. Quand il prend Jonathan Rice, il signe avec, c'est à ce moment-là qu'il signe avec Top Rank et Top Rank le prendra, enfin, le mettra tout de suite, face à une bonne opposition sans trop de sas de décompression directement face au vétéran et extrêmement solide Jonathan Rice, qui juste après fera quand même, enfin, se positionnera un peu en tant que tueur de prospect en battant 2 fois Michael Kofi et Guido Dianello. Donc voilà, ouais, c'était quand même un sacré bonhomme, ce Jonathan Rice. Et Ajagba n'arrivera pas à le stopper, mais voilà, il fera quand même une grosse performance et battra très largement Jonathan Rice. Et dès 2021, il est opposé à un autre des très gros prospects de la division au moment des faits, Frank Sanchez, peut-être ouais, un des tout meilleurs boxeurs sur un plan technique, déplacement, etc. de la division heavyweight à ce moment-là et encore aujourd'hui, clairement. Et au terme d'un combat malgré tout disputé, équilibré, avec un Sanchez qui trouve meilleure partie sur la plupart des momentum, etc. Mais malgré tout, Ajagba n'a pas fait du tout pas le figure dans ce combat-là. Il perd assez largement, mais il fait pas du tout pas le figure. Il encaissera son premier knockdown en carrière au 7e round sur un magnifique uppercut de Sanchez. Mais voilà, Ajagba, même s'il perd et qu'au final, la pensée générale sera vraiment ouais, Ajagba a été exposé, etc. Ben, rétrospectivement, c'est pas non plus une défaite honteuse. Et depuis, il n'a toujours pas reperdu. Depuis, il est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5 victoires consécutives, notamment la dernière
très serré et très, très gros combat face à Guido Vianello, que beaucoup avaient dit: «Ouais, Vianello s'est fait voler ce soir-là». J'ai revu le combat pour préparer cette vidéo. Vianello ne se fait pas voler. Voilà, la défaite est logique, personnellement et d'ailleurs franchement franchement j'ai été surpris de la performance de Ajagba dans ce combat-là. Le combat est serré, Vianello prend des rounds très clairement, mais voilà, Ajagba fait la bonne performance après 3 premiers rounds très, très durs, il revient et au final, ben, le plus gros du combat, il domine très clairement Vianello et il s'en sort assure une split decision qui fera polémique, mais qui pour moi n'est pas, ben, voilà, n'est pas si scandaleuse que ça. Et du coup, il est opposé à un nouveau très, très gros test face à Martin Bacolé. Et du coup, pour passer un peu sur la partie, voilà, profil sportif des 2, bon encore comme d'habitude, je ne sais pas trop par qui commencer. Bah, écoutez, je vais commencer par un peu le plus connu, enfin, dans la communauté francophone, Martin Bacolé. Martin Bacolé, je vais commencer par enfoncer les portes ouvertes. Sa physicality et sa puissance sont les plus impressionnantes de la division, clairement. En termes de physicality, c'est clairement celui qui apparaît le plus imposant, chez les heavyweights à l'heure actuelle, alors qu'en plus, il n'est pas si grand que ça au final, il fait qu'1,98 m, ce qui est très grand, bien sûr, mais enfin, on reste quand même relatif enfin, ouais, on n'est pas non plus au niveau d'un Tyson Fury, de ses plus de 2 mètres, d'un Deontay Wilder et ses plus de 2 mètres, voilà, et cetera. Il est en termes de taille, il est plutôt dans la moyenne de la division, mais en termes de gabarit, de largeur d'épaule, de viande sur l'os, ouais, c'est clairement l'un des plus impressionnants, si c'est pas le plus impressionnant. Et même, enfin, non, mais en fait, c'est le plus impressionnant avec Zhilei Zhang. Donc, voilà, physicality exceptionnelle, puissance de frappe très, 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 très impressionnante. On voit qu'il fait mal sur la plupart de ses coups. Ouais, il a une très, très bonne précision. Son ratio, on en parlera un peu plus tard de son placement de coups, mais son ratio coup envoyé, coup lancé est vraiment de est très, très haut. C'est un ratio qui est vraiment très, très haut, surtout pour les standards heavyweight où la précision est quand même assez faible d'ordinaire. Là, la précision de Bacolé, généralement, je pense que c'est aux alentours des 50%, quand c'est pas plus. Donc ça, quand même, c'est assez impressionnant. D'autant plus qu'il a une grosse variété d'attaques. Il est très bon en combinaison, mais surtout, moi, ce qui me marque, c'est que sa variété d'attaques est très impressionnante. Il sait jabber, il sait envoyer son bras arrière, il s'est envoyé ses crochets, ses crochets gauche et ses uppercuts sont absolument terrifiants. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive à très bien mixer tout ça. Et offensivement, c'est un des meilleurs boxeurs heavyweight à l'heure actuelle. Donc voilà, comme j'ai dit, ses combinaisons sont très bonnes. Niveau défense, il a de bons mouvements de tête. Je trouve qu'il a plutôt une bonne réactivité. En tout cas, au niveau de ses mouvements de buste, il a une bonne réactivité, surtout pour les standards heavyweight, donc de bons mouvements de tête. Voilà, il a aussi une position assez avancée, donc non seulement il a une suffisamment grande réactivité pour réussir à faire des retraits du buste et pull counter, mais aussi des esquives latérales, donc ça c'est plutôt pas mal. Et malgré le fait que ces 2 victoires soient avant les limites, il a un menton. Ça se sent que c'est un gars qui encaisse, face à Yoka, face à Takam notamment, on voyait que les coups des 2 n'avaient aucun effet sur lui. Face à Jarrett Anderson, qui est, que je pense, un plus gros puncher que Yoka et Bacolé. Pardon, que Yoka et Takam, Bacolé a pas plus sourcillé que ça. Bon, il s'en est pris quand même quelques bonnes, hein. Enfin, je trouve qu'on est assez dur sur Jarrett Anderson. Il a fait un très, très bon combat face à Bacolé et il en a envoyé pas mal. Il a envoyé quelques très, très gros coups à Bacolé, mais Bacolé a globalement pas bougé et les a tous très bien encaissés. Une zone grise, selon moi, ça fait un moment que j'avais pas mis une zone grise, mais son jab est assez inconstant. Il y a des moments où il a un très bon jab et mais ça dépend vraiment des séquences du combat. Même pas des rounds où enfin, c'est même pas un combat, il a un bon jab, un combat, il a pas de jab. C'est même pas du round, c'est pas, ouais, deuxième round de tel combat, il a un bon jab, cinquième round de tel autre combat, il a un mauvais jab. Mais c'est vraiment, il commence le combat avec un bon jab, et après il l'atténue au fil du temps parce que il trouve un peu plus sa distance et il trouve un peu plus ses coups sans avoir besoin de son jab. Et soit c'est l'inverse qui se passe, il commence sans avoir son jab et comme il n'arrive pas bien à trouver sa distance, il recommence à un peu plus jabber pour retrouver son momentum. Ouais, c'est assez inconstant.
et son jab dans l'absolu, il est pas incroyable. Voilà, il est bon, surtout pour un standard heavyweight, il est bon, mais il est pas impressionnant. Non, c'est un jab fonctionnel, mais sans plus. Dans ses faiblesses, déjà, je trouve que son placement de coups est vraiment pas ouf. Alors, j'en reviens infiniment cette section entre la précision, le ratio coup envoyé, coup lancé et la précision placement de coup. Bah, son placement de coup, généralement, il est très, très, très approximatif. Il va envoyer une droite. Son objectif est de toucher, mais son objectif n'est pas de toucher précisément soit la mâchoire, soit la tempe, soit le nez ou autre. C'est vraiment, il va envoyer son coup. Il va espérer que ça touche, mais généralement, c'est assez peu précis. C'est un peu plus enfin, le placement de coup est un peu plus précis quand il va un peu plus chercher le corps ou vraiment quand il essaie de frapper le foie, on sent que ouais, ça touche vraiment, vraiment bien le foie. Mais sinon, son placement de coup est assez approximatif et je pense que c'est voulu par le fait que comme, comme il a une grosse puissance de frappe et qu'il a une bonne précision, enfin, justement, c'est un peu généralement la précision, le ratio coup envoyé, coup lancé et la précision placement de coup, c'est presque généralement plus un curseur et je m'en rends de plus en plus compte maintenant que je fais ces previews, c'est que généralement plus un curseur que deux barres en fait, ou deux barres que tu peux augmenter à peu près pareil, mais c'est plutôt un curseur où tu vas plus pencher soit vers le placement de coup, soit vers la précision coup, enfin, soit vers le bon ratio coup envoyé, coup lancé. Et généralement, lui, il est vraiment beaucoup plus sur la précision, parce que comme il a une grosse puissance de frappe, il n'a pas besoin d'avoir des coups extrêmement précis pour que ça fasse mal et que ça mette des KO. Donc au final, bah, il pourrait améliorer son placement de coups et un peu plus varier entre une séquence où il envoie une séquence de coups peu précise, précise, mais avec un mauvais placement de coup, et alterner avec une autre séquence où il a un placement de coup beaucoup plus précis, mais il envoie moins de coups, donc il a moins besoin d'avoir le côté ratio coup envoyé, coup lancé. Et surtout, la grosse défense, c'est aussi un peu enfoncer une porte ouverte parce qu'il n'est pas focalisé là-dessus. Sa défense, il n'a pas vraiment de système défensif à proprement parler. Alors oui, il a de bons mouvements de tête, il a une bonne réactivité, mais il le fait un peu ouais, il envoie un coup, bah, je vais faire cette esquive et bah, il va envoyer la droite, je vais faire cette esquive là, il envoie cette droite dans son momentum, etc. Bon, il n'a pas de système défensif quand il voit que son adversaire envoie un coup, dans le sens où quand il voit que son adversaire envoie un coup, il n'est pas je vais reprendre cette posture là pour accompagner le coup, pour l'encaisser ou pour contrer. Non, c'est vraiment ouais, c'est un peu il survit au jour le jour, on va dire. Voilà, c'est bon, c'est un peu exagéré de dire ça, mais voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Sa garde est inexistante et en même temps, c'est difficile de lui reprocher parce qu'il a pas un gabarit qui est sujet à avoir une bonne garde, d'autant que, ben, je pense qu'il a une grosse envergure. Mais d'ailleurs, il a une grosse envergure parce que de mémoire, c'est 2,03 m d'envergure, ce qui est, bah, ouais, ce qui est pas pharaonique, mais ce qui est quand même très bien. Mais cela dit, je pense que beaucoup de son envergure est due à sa largeur d'épaule. J'en parle encore une fois, une nouvelle fois, j'en parle assez régulièrement. L'envergure, tu prends du bout du bout des majeurs des deux côtés et tu mets les bras en croix et tu mesures comme ça. Tu n'utilises jamais pleinement cette envergure à plein potentiel. Donc parler d'allonge, je trouve que c'est un abus de langage qui n'a pas trop de sens quand on réfléchit bien. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et justement, je pense qu'il n'a pas une si bonne allonge que ça. D'autre part, sa middle zone, elle est extrêmement exposée. Et ça, c'est même pas une question de. Bah voilà, c'est même pas qu'imputable à la garde parce que justement, il aurait une garde haute. Ça justifierait un peu plus qu'il ait une middle zone exposée. Là, vu qu'il a les mains basses la plupart du temps, ça devrait lui permettre théoriquement de mieux protéger son corps. Sauf que peanuts, il y a aucune défense au corps et il est très exposé là-dessus. Ça va être important parce que voilà, on en parlera quand on parlera de Hajiba. Et enfin, sa position de son buste, il est toujours centre de gravité relativement bas. Relativement, il n'est pas il n'est pas impressionnamment bas, mais tout le temps, il a le buste penché vers l'avant, systématiquement. Bon, évidemment, sauf quand il fait sauf quand il fait ses retraits du bus pour esquiver, etc. Mais quand il avance, quand il est dans un bon momentum, il a tout le temps le buste en avant, qui n'aide pas à sa défense et ce qui, je pense quand même, augmente la puissance des coups qu'il reçoit, quoi.
comme il est pas très loin de ses adversaires, bah, ses adversaires ont pas besoin de gager à un tel point qu'au final ils en perdent de la puissance. Quand ils veulent envoyer un coup, bon, il a un bon menton, donc factuellement, ça fonctionne. Mais bah, c'est un gros puncher qui saura vraiment le mettre qui saura vraiment lui faire mal. Ce qui n'est pas arrivé jusque-là, alors qu'il a quand même affronté Jarrett Anderson qui, bon, niveau punch, se défend malgré tout. Mais voilà, il s'est pas encore rencontré un très gros puncher, donc jusqu'à présent, ça lui a pas posé problème. Mais voilà, face à des Daniel Dubois, face à des Zhilei Zhang, face à des Kabayel, même dans une moindre mesure, face à des Usyk, ça peut lui porter préjudice. Donc voilà. Et enfin, un point d'interrogation pour le coup, mais pour lequel j'ai un peu plus de certitude. Je pense pas que ce soit quelqu'un de très très durable, malgré tout. Bon, factuellement, la dernière victoire qui a duré au-delà de 5 rounds, c'était face à Tony Yoka. Et le fait est que, même si Tony Yoka n'a pas fait grand-chose, Bacolé a vraiment ralenti après le 5e round. Et c'était particulièrement visible. Le 8e et 9e, Bacolé fait pas grand-chose. Et je pense que sur 10, sur 12 rounds, on verra vraiment les grosses limites de Bacolé. Je sais pas en combien de rounds se fera ce combat, mais ça peut être vraiment un game changer. Ouais, mais un game changer pour les deux, parce que du côté de Efe Ajagba, au final, en fait, c'est en parlant que je viens de me rendre compte, Efe Ajagba, en fait, n'a jamais combattu en 12 rounds. Donc, déjà, je doute que ce combat face à Bacolé soit en 12 rounds. Et au final, ça peut être une interrogation sur les deux. Comment se débrouillent les deux sur 12 rounds? Et donc, pour faire la transition avec Efe Ajagba, qui m'a marqué en revoyant ses combats, et au final, je m'étais déjà fait un petit peu la réflexion avant de revoir ses combats, mais c'est un gars qui travaille essentiellement à longue distance, mais vraiment à très longue distance, à distance de long jab et long cross. C'est très souvent à cette distance-là qui fonctionne, et bah, au final, il est vraiment bon à cette distance-là. Son jab est très sous-coté. Il a vraiment un très très bon jab, surtout pour les standards. Pour les standards heavyweight, ses uppercuts sont de très 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 bonne facture. À la différence de Bacolé, lui, bah, c'est le problème exactement inverse, c'est le curseur exactement inverse. Là où Bacolé, sur le curseur, est beaucoup plus du côté précision, Ajagba, lui, est beaucoup plus du côté placement de coup, et son placement de coup est très 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 bon. Quand il veut toucher le menton, il touche le menton pleine balle. Quand il veut toucher la tempe, il touche la tempe pleine balle. Quand il veut toucher le nez, etc. J'en parle souvent, c'est exactement ça. Le placement de coup de Ajagba est très très bon. Sa posture est extrêmement stable. C'est très très dur de le faire vaciller et de le déséquilibrer. C'est arrivé, notamment face à Vianney Lo ou face à Sanchez. Mais sa posture est franchement bonne au global. Ouais, aussi, comme Ajagba, c'est Check Cook sont de très très bonnes factures. Son 1-2, c'est ce qui l'a fait connaître, c'est ce qui lui a fait mettre ses plus beaux KO jusque-là. Mais ça a un peu montré ses limites depuis depuis ces quelques. Ça a montré ses limites face à Sanchez, face à Vianello. Il a montré un peu ses limites de son jab, ce jab cross. Il a un très bon timing. Voilà, franchement, un bon timing. C'est pas le meilleur des contreurs, mais il sait contrer. Ouais, c'est quand même, mine de rien, suffisamment rare en heavyweight pour être noté. À part le top 10, il y en a très peu qui savent vraiment bien contrer. Ses body shots sont excellents. Vraiment, encore une fois, j'ai été très surpris en revoyant. Il les utilise pas assez. C'est un petit peu frustrant. Il est un petit peu headhunter. Mais quand il va au corps, demandez à Vianello. Ouais. Quand il va au corps, ça frappe très très fort au corps. C'est très précis au corps. Donc, body shot excellent. Et au final, sa défense, pour accompagner sa posture, sa défense est pas si mal. Lui, il a un vrai système défensif. Son système de garde est vraiment bien au point. Et même s'il se prend des coups, c'est très fonctionnel. Ses mouvements de tête sont fonctionnels également. Ils sont pas brillants, mais sont assez fonctionnels. Ça lui arrive même de temps en temps de faire un peu de parade chassée et d'accompagner les coups. C'est plus rare, mais voilà. Il a son vrai système défensif, et ce système défensif est de plutôt bonne qualité. Donc voilà, niveau force, j'ai pas oublié, j'ai pas aussi. Si. Il est extrêmement durable pour un heavyweight. Pour les standards heavyweight, faire des 10 rounds, lui, ça ne lui pose aucun problème. Il aura toujours le même rythme sur un 10 rounds. Il a une plutôt bonne gestion de son énergie, et sur un 10 rounds, ça fonctionne. Personnellement, j'ai aucun doute sur sa capacité à faire un 10 rounds. Il a été dans un 10 rounds à un rythme
et à une intensité assez élevée face à Vianello, il a fait 10 rounds sans problème. Contrairement à Vianello, et c'est ce qui a causé un peu la défaite de ce qui a fait la défaite de Vianello, c'est beaucoup que Ajagba a une plus grosse caisse sur la durée, là où Vianello, il a vraiment beaucoup, il a tout donné sur les 3 premiers rounds et il a gardé suffisamment de caisse pour faire un excellent 10e round, mais voilà, les middle rounds, Vianello était plus tout à fait là. Mais voilà, Ajagba, lui, il a été là sur la totalité du combat. Donc, ça, c'est intéressant. Niveau faiblesse, ses combinaisons. Ses combinaisons de plus de 2 coups et ses combinaisons offensives, pas ses remises. Quand il remise, c'est un petit peu meilleur, mais ses combinaisons, c'est pas la meilleure des shot selection et ça manque cruellement de précision. Vraiment, vraiment. Bon, comme j'ai dit, son curseur à Ajagba, c'est vraiment du côté du placement de coups. Du coup, sa précision de manière générale est pas optimale, mais son ratio coup envoyé, coup lancé est pas optimal. Et surtout, quand il combine, c'est beaucoup moins bien. Surtout dans les échanges. Les échanges, ça s'est vu face à Vianello. Les échanges à mi-distance et à courte distance, il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Aussi, un autre truc tout con, mais et c'est ce que a beaucoup utilisé Vianello, c'est qu'il a un peu moins utilisé Frank Sanchez, mais ce qui avait un peu fonctionné pour Frank Sanchez, mais c'était surtout le cas dans son dernier combat. Un simple jab suivi d'un très long cross, et ça là-dessus Vianello il est excellent pour les faire, mais un long jab suivi d'un long cross, généralement ça touche très très bien et ça fait assez mal à Ajagba. C'est là-dessus qui flanche, qui vacille, je sais plus si c'est au 2e ou au 3e round, mais c'est là-dessus qu'il a vraiment mal et qui vacille pas mal. Voilà, donc le jab long cross, ça fonctionne très bien et Vianello l'a très bien exploité. Ses sorties d'échange, c'était aussi un peu là-dessus qui s'est bien fait connecter face à Vianello, mais ses sorties d'échange il n'a pas une bonne responsabilité défensive sur les sorties d'échange. Bon, malgré tout, il a quelques défauts défensifs, surtout son côté gauche, du côté de son bras avant, du coup, est très exposé. Voilà, il a un bras avant très ample et très très lointain pour bien jabber, mais du coup, ça fait que défensivement, il n'a pas de bon retour défensif sur sa gauche, et les droites, généralement, elles rentrent très très fort. Il est sujet au contre également. C'est voilà, pas vraiment à développer pour le coup. Un peu tout le monde un peu tous ses adversaires ont réussi à exploiter, que ce soit Sanchez, Vianello et d'autres, même parmi les victoires de Ajagba. Et voilà, sujet au contre. Et enfin, sa physicality, il est très grand pour la division. En termes de taille, il est assez grand. Il a vraiment une très très bonne envergure. Pour le coup, je crois que lui, c'est 2,8 m d'envergure pour 2,03 m de taille. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Mais c'est pas le plus imposant des heavyweights. Alors, c'est un gros gars. En plus, je dis n'importe quoi. C'est un 1,98 m de taille, donc je dis absolument n'importe quoi. La même taille que Bacolé, sauf que lui, il a 2,16 m d'envergure. Ça, c'est colossal par contre. Donc ça peut être un gros, ça peut être un gros avantage pour lui. Mais physiquement, en termes de force physique et de volonté non, c'est surtout ça. Il utilise très peu sa physicality. Il veut boxer propre et le clinch. J'en reviendrai un petit peu après, mais il n'a pas la volonté d'aller au clinch, il n'a pas la volonté d'impacter physiquement ses adversaires en s'appuyant sur eux, etc. Donc voilà, sa physicality, surtout face à un Martin Bocolé, ça peut se retourner contre lui. Et j'ai plusieurs points d'interrogation pour le coup. Et le truc qui m'a surpris dans son combat face à Vianello, parce que j'avais aucun souvenir de ça, c'est sa southpaw stance. C'est un prédominant orthodoxe et la majorité de ses combats, il combat en orthodoxe. Mais face à Vianello, à partir du 7e round, il a fait des séquences en southpaw. Et au final, en southpaw, il se démerde franchement bien. Il a un bon jab en southpaw, il a une bonne shot selection en southpaw. J'ai été très surpris en voyant ça. Finalement, sa southpaw stance, elle est vraiment pas si mal. Et face à un Marc Bacolé, ça peut être intéressant à faire, d'autant que au final, cette southpaw stance comble un peu certains de ses défauts, notamment au niveau de sa défense du côté du bras gauche. Ça peut être intéressant. Voilà. Ça se voit qu'il n'est pas pleinement à l'aise dans cette dans cette configuration, dans cette garde. Il n'est pas pleinement à l'aise, ça se voit, mais ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas combattu. Je pense qu'il a eu le temps de peaufiner cette stance. Ça peut être intéressant à voir.
Le deuxième point d'interrogation, c'est comment il est sur son back foot, sur son pied arrière, comment il se déplace, et cetera. Bah, moi, je l'ai jamais vu, donc concrètement. Alors, il y a quelques moments où il reculait, mais généralement, c'était quand il était touché et que, bah, il allait très vite se reposer contre les cordes. Face à Vianello, ça avait beaucoup été ça, notamment. Bah, combattre sur son pied arrière, se déplacer in and out, déplacements latéraux, bah, j'ai jamais vu enfin, j'ai jamais vu, enfin, j'ai pas vu Adjagba faire ça. Donc, bah, par biais enfin, je le rentre dans la catégorie point d'interrogation. Cela dit, il y a matière à penser que ce serait plutôt dans la catégorie, enfin, ce serait plutôt une faiblesse de son côté d'être sur son pied arrière, ce qui peut être un élément très décisif. Et enfin, le clinch, il est pas maladroit au clinch, et je pense même qu'il est plus technique au clinch que Bacolé, mais c'est vraiment pas là où il excelle, et surtout, c'est pas là où il a la volonté d'amener le combat. Lui, comme je l'ai dit, il veut vraiment combattre proprement à longue distance, faire valoir le jab, etc., et combattre à la boxe pure. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur tactique. Et par sa physicality enfin, voilà, par sa physicality et sa qualité technique au clinch qui est pas brillante, c'est pas Roberto Duran, hein, on est à plusieurs galaxies d'écart en termes de travail technique, en termes de clinch, mais ça peut être intéressant de creuser cette voie. Et donc, pour partir du côté game plan, des deux côtés, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a enfin, plusieurs trucs à dire. Du côté de Bacolé, c'est là où j'ai le moins de trucs à dire, donc je commence par là. Euh, enfin, des deux côtés, ouais, ça, des deux côtés, pour moi, il est essentiel que les deux savent, euh, prennent le leadership au niveau du jab. Voilà, les deux ont un plutôt bon jab au global, plus Adjagba que Bacolé, mais voilà, il y a matière à creuser là-dessus. Et comme Adjagba a beaucoup du mal quand il n'a pas le contrôle à la distance, qu'il n'avait pas face à Vianello, et j'ai complètement oublié de le noter dans ses faiblesses, mais voilà, quand il n'a pas vraiment le contrôle à la distance, comme ça a été le cas face à Vianello, il a beaucoup plus de mal. Donc prendre le leadership au niveau du jab, c'est essentiel pour Adjagba pour construire son jeu, et ça peut être très intéressant pour Bacolé pour justement désordonner Adjagba et le pousser à la faute. Des deux côtés également, ça doit vraiment aller chercher le body shot. Ça, c'est une évidence. Voilà, les deux ont une plutôt bonne technique de frappe au corps. À chaque fois, s'en sert un peu plus que Bacolé, mais les deux sont très dangereux dans cette configuration. De son côté, Bacolé, c'est une évidence qu'il doit mettre la pression. Ça, c'est vraiment une évidence. Je pense quand même qu'il aura un avantage physique sur Adjagba. En tout cas, dans mon esprit, la différentielle physique, je le vois plutôt à l'avantage de Bacolé. Après, je suis vraiment pas bon pour évaluer la différence physique entre les boxeurs, donc possible que je me trompe, mais voilà, mettre la pression pour désordonner Bacolé et mettre en place son jeu comme à son habitude, ça me paraît assez essentiel. Et enfin, le jab suivi du long cross, c'est un truc qui fonctionne très bien face à Jagba, donc ce serait stupide pour Bacolé de ne pas s'en servir. Et du côté de Jagba, ouais, leadership au niveau du jab, ça c'est une évidence. Travail au corps, plus insistant que dans ses derniers combats, et ça me paraît assez important. Sa gestion sa gestion de la distance aussi est très importante. Maintenir la longue distance, améliorer le fait de travailler, ouais, mettre son game plan plutôt au service du déplacement, pas, enfin, je demande pas à ce qu'il soit, enfin, à ce qu'il devienne Alexander Usyk, loin de là, mais savoir se déplacer, savoir gérer une distance sur son pied arrière, savoir se déplacer latéralement, c'est assez essentiel dans la configuration, surtout face à Bacolé qui a de grandes chances de lui rentrer dedans, qui est meilleur que lui à mi-distance, courte distance et au clinch, enfin, dont la physicalité devrait lui donner l'avantage au clinch. Donc, voilà, maintenir la longue distance et améliorer sa gestion de distance, ça peut être important. Et enfin, travail au corps, uppercut. Voilà, et des deux côtés, au final, j'aurais aussi pu le dire face à du côté de Bacolé, mais voilà, travailler en uppercut, ça me paraît assez essentiel. Mais comme Adjagba a une technique plus longue, le jab suivi d'un long uppercut, faut bien le setup pour pas se faire contrer par un check hook, mais bien setup, jab suivi d'un long uppercut, que ce soit au visage ou au corps, ça peut bien fonctionner. D'autant que Adjagba également, il a aussi de très bons uppercuts des deux bras. Voilà, que ce soit le bras avant ou le bras, enfin que ce soit le bras arrière ou le bras avant, ces uppercuts sont vraiment de bonne qualité. Donc travailler à longue distance, mais voilà, l'essentiel qu'il faut retenir, c'est travailler à longue distance. Pour moi, c'est vraiment essentiel, c'est là où il est le meilleur. Et
Même s'il a une bonne technique au clinch en termes de placement de tête, de shock selection, et cetera, c'est pas mauvais du tout. Surtout pour les standard heavyweight où le clinch, généralement, c'est le clinch le moins technique en boxe. Donc, voilà, travailler au clinch, ça me paraît être bien. Et voilà pour ce qui est de la partie game plan. Et du coup, enfin, pour conclure et partir sur la partie pronostic. Mmh, pronostic du cœur, personnellement, j'avoue que j'ai une certaine affection pour Ajagba, personnellement. J'aime bien enfin, il y a de gros défauts, mais j'aime bien sa mentalité de vraiment vouloir boxer propre malgré le fait que, voilà, que vouloir boxer à la régulière, pas trop utiliser son avantage physique, ce qui est stupide tactiquement, ça c'est une évidence, mais la volonté de vouloir battre ses adversaires à la régulière, j'aime bien ce genre de mentalité. Stylistiquement, enfin, c'est pas magnifique, c'est pas, enfin, en termes de style, je préfère largement des boxeurs comme Adjit Kabayel, comme Daniel Dubois, comme Alexander Usyk, etc. Mais stylistiquement, ça me plaît bien personnellement. J'aime bien ce qu'il apporte sur la table. J'aime beaucoup comment il aborde son jab. Donc voilà, j'aime bien l'effet Jagba dans l'ensemble, donc j'aimerais bien le voir l'emporter. Hum, J'aimerais bien le voir, enfin, j'aimerais surtout le voir, enfin, et le j'aimerais le voir l'emporter à la décision, mais surtout pour voir comment Bacolé s'en sort sur la durée. Voilà. Encore une fois, je sais pas en combien de rounds ça va se faire. J'aimerais que ce soit en 12 rounds, ce qui me permettrait de non seulement de donner beaucoup d'informations sur le cardio de Martin Bacolé, mais également d'en rajouter par rapport à d'en rajouter de matière par rapport à Jagba et ce qui peut tenir les 12 rounds. Sur le papier, j'aurais tendance à supposer que oui, mais concrètement, je peux pas en être sûr. Donc voilà, j'aimerais quand même que le combat soit sur 12 rounds et que le combat dure. Et donc voilà. Le pronostic du cœur serait plutôt du côté de Ajagba. Le pronostat irait en faveur de Bacolé. Voilà, le pronostat irait en faveur de Bacolé par ses combinaisons, son fight IQ qui me paraît un petit peu plus développé quand même que Ajagba. Même si Bacolé me paraît pas être un génie de la boxe, mais il réfléchit, enfin, surtout offensivement. Défensivement, il n'y a pas vraiment de réflexion, mais sa réflexion offensive est un peu meilleure que celle de Jagba. Il est un petit peu plus malléable entre gros guillemets, on va dire. Il s'est un peu plus manœuvré pour imposer son style. C'est pas un gars qui va s'adapter au style d'en face, mais c'est un gars qui va avoir l'intelligence de manœuvrer le combat pour que ça rentre parfaitement dans son style. Offensivement, il est très bon. J'ai du mal à voir j'ai un peu de mal à voir Ajagba. Voilà, c'est réussir à bien combattre du pied arrière, etc. Clairement, et encore une fois, je pense qu'à mi-distance, courte distance et au clinch, je pense que Bacolé devrait prendre l'avantage. Donc le pronostic de mon côté irait du côté de Bacolé sur un 60-40 ou 65-35. Voilà. Le pronostic irait du côté de Bacolé. Cela dit, le pronostic sera vraiment influencé par le fait que Bacolé s'est pris un gros KO il y a il y a quelques semaines, quoi. C'est même pas quelques mois, c'est quelques semaines. Il y a moins de 2 mois, il s'est pris un très gros KO. Il doit directement revenir en camp d'entraînement et se remettre en forme pour pas être à 300 livres et faire n'importe quoi, pas être concentré, etc. C'est essentiel d'avoir une bonne préparation pour là-dessus. Donc, moins de 6 semaines pour se remettre en jambes pour un combat, même sans parler du fait que ce soit Ajagba, ouais, moins de 6 semaines. Enfin, attends, non, 1, 2, 3, en 5 semaines, réussir à se remettre de ça, j'ai du mal à voir ça. Franchement, j'ai du mal à le voir. Donc, mon pronostic irait du côté de Ajagba personnellement. Il s'est beaucoup influencé par rapport à ça, au fait que Ajagba, lui, sera quand même plus frais. Je pense pas que l'inactivité le fait qu'il soit inactif depuis un an devrait vraiment tant impacter le combat que ça, de son côté. Par contre, le KO que s'est pris Bacolé, ça peut avoir son impact personnellement. Donc voilà, mon pronostic irait plutôt du côté de Ajagba. Ouais, quand même à la décision. Quoique, oh putain, je sais pas. Non, pour le coup, ouais, non, pour le coup, je vais juste dire pronostic à Jagba, mais je sais pas de quelle manière, honnêtement. Là, autant le KO me paraît pas invraisemblable, autant j'ai du mal à voir Jagba réussir à connecter Bacolé comme l'a fait
comme l'a fait Parker. Et malgré tout, même si Bacolé peut flancher, peut retourner au tapis, je le vois bien faire ça. Mais malgré tout, je pense quand même qu'il aura le menton pour se relever et terminer le combat. Et je vois pas Ajagba réussir à mettre un rythme comme Michael Hunter pour finaliser, enfin pas mettre un clean knockout, mais capitaliser sur les knockdowns et provoquer l'arrêt de l'arbitre. Je vois pas non plus Ajagba avoir, enfin par le fait que ces combinaisons sont vraiment pas optimales, je vois pas Jagba réussir à mettre un rythme suffisant pour provoquer l'arrêt de l'arbitre. Donc voilà, mon pronostic ira du côté de Efe Jagba à la décision, sans grande certitude, pour être honnête. Voilà, je mets quand même Bacolé favori personnellement, mais voilà, mon pronostic ira du côté de Jagba à la décision, peut-être majority ou split. Voilà. Donc voilà. Mais voilà, je vais quand même rester du côté de Jagba pour l'instant. Moi, je suis pas à l'abri de retourner ma veste, mais bref. En tout cas, c'est là-dessus qu'on conclurons. Pardon. C'est là-dessus que nous conclurons cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le partage, le commentaire. Si le contenu de la chaîne vous plaît, l'abonnement. Allez follow la chaîne Twitch pour être tenu au courant des prochains lives, notamment des prochains releases de Classics. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.